Le CAC 40 donc est au-dessus des 5000 points, on est légèrement en dessous des 5100 points aujourd'hui. On se demande, tiens, est-ce que le CAC 40 en a encore sous le pied? On voit ça avec vous, Xavier Patrolin, bonjour. Bonjour David. Président d'Albatros Capital, bon donc la hausse se poursuit au-delà d'aujourd'hui, enfin bon, on se parle à la mi-journée en un moins 0,2, enfin voilà, on est en tout cas juste en dessous des 5100 points, 7% de hausse sur le CAC 40 depuis le début de l'année, le Nasdaq est à plus 11, on n'est plus du tout dans la même configuration que fin 2018, enfin il y a quand même un changement de pied d'humeur des investisseurs qui est assez surprenant, quand même. Enfin, qui est très rapide. Hein. C'est celui surtout de la Fédérale Réserve qui explique… Mais c'est derrière ça, enfin, je veux dire, non, la semaine dernière, on en a beaucoup parlé ici, voilà. Il y a un avant, un après de ce que nous a le virage complet à 180 degrés de la Fed qui dit que finalement, les hausses de taux, c'est quasiment fini, que sur la réduction de son bilan, ça risque d'aller moins vite, donc tout ça est favorable évidemment à l'économie et au marché. Mais ça, c'est pas intégré déjà? Tout est intégré? Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est la poussée d'Archimède, c'est-à-dire que tout corps plongé dans l'eau reçoit une poussée de bas en haut. Ouais. Les marchés financiers, c'est un peu la même chose. Ils ont eu une phase de stress importante sur le 4e trimestre de l'année dernière, qui s'est normalisée sur ce début d'année. Au fond, la liquidité mondiale se remet à circuler, parce que c'était ça le problème de fond de l'année 2018. C'était le tightening de la Fédérale Réserve entraînait une contraction de la liquidité mondiale et avec des processus d'éviction sur plein de marchés, les marchés émergents, les marchés de la dette, particulièrement sur la fin de l'année dernière. Ça s'est calmé, on va dire, sur ce début d'année. Donc, il y a remontée des marchés d'actions. Donc, revalorisation, diminution des primes de risque, revalorisation. Est-ce que ça peut continuer? Non, l'essentiel est fait. Vraiment? Maintenant, ça y est, l'essentiel est fait? Oui, je pense que l'essentiel est fait. Maintenant, ce qu'on a devant nous, c'est quelque chose de plus normatif, c'est l'évolution, on va dire, des agrégats économiques comme des agrégats des entreprises. On a corrigé l'excès de pessimisme, voilà. Parce qu'il y a de la récession, il n'y a pas de récession dans le monde, parce qu'il y a la Fed qui a donné un coup de pouce énorme au marché, encore une fois. C'est un virage complet en même pas de 2 mois. On a souvent parlé ensemble ici. Mais, donc voilà, mais ça, maintenant, on va dire que c'est intégré. Maintenant, il faut des nouvelles. Il faut du carburant pour alimenter cette hausse. On a quand même eu les derniers bons chiffres aussi du chômage, les créations d'emplois aux États-Unis. On a eu le rebond de l'ISM. C'est une variable. Oui, mais c'est comme de la good news, quoi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. On prend. Hein. Oui, mais le marché, là, aujourd'hui, marche plus sur bad news is good news. C'est-à-dire une mauvaise nouvelle est plutôt une bonne nouvelle parce que… Ça prouve le changement d'état d'esprit. Oui, mais parce qu'il y a eu l'inflexion des banques centrales et notamment de la Fédérale Réserve qui témoignait du fait qu'elles intégraient quand même les perturbations qui montaient, qui arrivaient à l'horizon. C'est ça qui était le paradoxe de la fin de 2018. C'était une espèce de comportement un peu automatique avec la montée de facteurs d'incertitude. Les facteurs d'incertitude demeurent, mais on voit que ceux qui régulent la liquidité mondiale, ceux qui participent des primes de risque, à savoir les banquiers centraux, intègrent cette dimension-là. Donc ça joue. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Il faut quand même prendre un peu de recul. Globalement, les marchés actions sont, à l'exception probablement, mais même pas des marchés américains, sont dans une phase de déclin des ratios de valorisation. Ça demeure. Simplement, on a eu une accélération de ce déclin sur le 4e trimestre de l'année dernière, qu'on a légèrement corrigé, mais on est toujours dans une phase de déclin. Donc on a déjà un premier vent contraire contre nous, qui est l'approche de la fin du cycle, notamment américain, c'est-à-dire le ralentissement de l'économie mondiale. Donc ça joue sur les facteurs, sur les ratios de valorisation. Donc ça met une pression baissière sur pas mal de marchés actions. Sur le marché américain, c'était compensé par les perspectives bénéficiaires, par les earnings, parce qu'on a eu une stimulation fiscale qui était exceptionnelle, on a une croissance des bénéfices de l'ordre de 20% sur l'année 2018, donc ça a compensé pour partie cette compression des ratios de valorisation. Ce n'est pas du tout vrai en Europe. La compression des ratios de valorisation a été bien supérieure à la croissance bénéficiaire. Au solde, vous avez une variation négative des marchés actions sur l'année 2018. Là, on a compensé sur le mois de janvier. Mais je dirais, c'est juste un rebond, on va dire, qu'on va le qualifier de technique. Il n'y a pas d'inflexion majeure et on voit qu'on commence… Oui, mais c'est technique, Xavier, mais en même temps, quand on voit les résultats, encore une fois aux États-Unis, alors certains disent sans éclat, il y a à boire et à manger, Apple et Facebook ont quand même un peu rassuré. Le bilan, il est vraiment mitigé aux États-Unis. Aujourd'hui, je crois que c'est la moitié, un peu moins des boîtes du S&P qui ont publié. Non, le bilan n'est pas mitigé, mais c'est plutôt sur les attentes. Et on voit aussi bien sur les grandes entreprises que les petites entreprises américaines
le discours sur les anticipations de l'année 2019 sont beaucoup plus prudentes que ce qu'on pouvait avoir sur le début de l'année 2018. Donc, quatrième trimestre 2018, les chiffres sont bons aux États-Unis en termes de résultats? Relativement bons. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Vous savez, c'est un espèce de jeu, vous connaissez les pratiques, hein, on corrige les previews, c'est-à-dire il y a une correction permanente du consensus qui fait qu'on ajuste le preview, l'attente du marché, pour être légèrement en retrait par rapport à l'annonce pour surprendre. Bon, donc ça, il faut corriger de ça. Sur les marchés européens, on est sur un cycle de révision baissière des earnings, à la fois sur l'année 2018 et sur 2019. 2020, c'est trop tôt pour le dire, donc on est plutôt sur... Mais ce n'est pas des révisions violentes. Ce que priceait le marché à la fin de l'année dernière, c'était vraiment un processus un peu à la Lehman Brothers, c'est-à-dire une forte contraction des bénéfices, une attente de forte baisse des bénéfices. Ce n'est pas le cas. On a une érosion bénéficiaire. Aux États-Unis, on passera du quatrième trimestre, on a priori à 15% de hausse de croissance des bénéfices sur la S&P, à 5%. C'est ce qui est attendu sur 2019. On était à plus 10% en octobre dernier. Donc il y a bien une révision. Il y a bien un ralentissement, encore une fois, de la croissance bénéficiaire aux États-Unis et encore de manière encore plus violente en Europe. Voilà, tout à fait. Donc c'est ce qui fait qu'à mon avis... Donc c'est ce vent contraire-là, c'est cette... voilà, les marchés actions sont coiffés par cette dimension-là. Alors il y a autre élément qui vient compenser... cet argument, c'est de dire, bon, il peut y avoir des opérations, puisque les banques centrales vont être relativement prudentes dans le coût du capital, on a toujours des opérations éventuellement de fusion-acquisition qui peuvent fonctionner. On a vu hier sur le marché espagnol, un grand distributeur espagnol se faire racheter avec une prime significative, puisque la prime proposée était de... Donc ça peut soutenir, ça peut être un facteur de soutien à la marge. Mais globalement, les marchés actions ont deux éléments qui sont un peu contre eux. Premièrement, les ratios de valorisation. Au pire, ils restent stables, au mieux, ils restent stables, au pire, ils vont continuer leur déclin entamé depuis quasiment 18 mois. Mais pourquoi, encore une fois, si tant qu'il y a de la croissance bénéficiaire, tant qu'on a entre 2 et 6% de croissance des bénéfices, pourquoi est-ce que les ratios de valorisation devraient baisser? Parce que les facteurs d'incertitude demeurent. Le facteur d'incertitude demeure notamment les négociations, la conflictualité sino-américaine. On s'approche de la fin du truc. Oui, mais qui vous dit qu'on achète la rumeur et qu'on ne vendra pas la nouvelle? Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pour le coup, on peut faire le lien avec... c'est l'enjeu numéro 1, encore une fois, aujourd'hui sur les marchés, ce conflit commercial. Il n'a pas dit grand-chose hier de Donald Trump dans son discours sur l'état de l'Union, enfin c'était cette nuit, sur l'issue de ce bras de fer. On est à moins d'un mois avant la fin de la trêve. On n'en sait pas plus. Hein. Bon, pour moi, la montagne accouchera d'une souris. Parce que un mini-accord commercial, c'est ça? Voilà, ce sera une espèce de paix des braves, mais on est dans un processus de conflictualité beaucoup plus large entre les États-Unis et la Chine, qui déborde très largement du cadre commercial. Le point central des discussions, ce n'est pas tant le montant des flux des échanges commerciaux, c'est le rapport à la propriété intellectuelle. Ouais. Le soutien des autorités chinoises sur leur grand champion national qui provoque des distorsions de concurrence spectaculaires. Ça, je ne vois pas les autorités chinoises évoluer très rapidement. Elles vont évoluer. Ils lâcheront sur le commerce pour équilibrer les choses. Donc ça ne changera pas la posture américaine et donc on est sur quelque chose. Mais il aura un trophée, il pourra dire, voilà, j'ai réussi à obtenir ça. Oui, mais est-ce que ça change quelque chose pour l'équation économique? Est-ce que ça change quelque chose pour la croissance économique mondiale? Non, on voit bien au travers du dossier Huawei. Le dossier Huawei, ce n'est pas uniquement le dossier américain, c'est aussi devenu un dossier européen. Vous voyez plein de pays européens qui sont vent debout contre cet équipementier parce qu'il y a des interrogations profondes sur la propriété intellectuelle et les sous-jacents de renseignements vis-à-vis de l'empire du milieu. Donc ces facteurs-là demeurent. Donc je pense que oui, donc le rebond, vous écoutez, le rebond, il est terminé, ça y est, on l'a fait. Il est terminé, oui, l'essentiel est fait, oui, absolument. Ouais. Pour moi, je ne suis pas sûr que l'année 2018 affiche une performance, au final, le 31 décembre de cette année, qui soit très supérieure à la performance de l'instant. Ouais. Donc les facteurs d'incertitude sont, à mon avis, restent très importants. Même si Trump, on le sait, ça y est, il est rentré en phase de réélection potentielle. Il a besoin quand même d'une bourse en forme. Non, mais qu'il ait besoin d'une bourse en forme, peut-être. Non, mais il sera plus comme étant une épée de Damoclès. Là au moins où il a eu, me semble-t-il, là où je suis pas un aficionado du personnage, mais là au moins où il a eu, me semble-t-il, raison, c'est quand il s'est adressé à plusieurs reprises au travers de ses tweets réguliers vis-à-vis de Jerome Powell et que la Fed a mis la tête sous le sable. Là, pour le coup, il avait relativement raison. Il a bien compris ce qui se passait au niveau des
des marchés financiers américains. Et au fond, si la Fed avait ralenti son processus et au fond, les annonces qui ont été faites fin janvier, elle les avait fait à mi-décembre, on aurait gagné 6 semaines et on aurait évité ce chamboulement qui a impacté l'ensemble des marchés mondiaux. Donc là, oui, il a eu raison. Après, est-ce qu'il peut manipuler les marchés financiers et imposer à la Fed... arrêtez de les troubler. Mais c'est son personnage qui est à mon avis, c'est son comportement, c'est l'attitude de la Maison-Blanche, de l'administration américaine, qui va être contre-productif, et on va le voir sur cette deuxième partie de sa mandature, puisqu'on l'a vu sur la première partie de sa mandature. Au fond, le bilan est extrêmement pauvre. Il y a une stimulation fiscale, un budget qui a été voté, mais sinon, les avancées au niveau parlementaire sont inexistantes, puisque c'est quelqu'un qui est incapable de faire un compromis. Il peut faire des compromis avec la Corée, éventuellement avec la Chine, mais il a du mal à faire des compromis avec le Parti démocrate, donc, et même éventuellement au sein de son camp. Donc ça, à mon avis, ça va finir par soucier les marchés financiers, parce qu'ils vont comprendre progressivement qu'il y a une forme d'impasse économique actuellement aux États-Unis. Le problème des marchés financiers, c'est à la fois la Fédérale Réserve et l'ampleur des déficits budgétaires, on va atteindre quasiment les 5 points de PIB aux États-Unis. Ça pose une question. Nous, j'entendais un journaliste juste avant, reprenant le travail de la Cour des comptes, où, à juste titre d'ailleurs, on dénonce un peu les dérives budgétaires. 3,5 points de PIB. Voilà, mais les États-Unis, eux, ils sont... Alors, on dirait c'est les États-Unis. Donc c'est privilège exorbitant du dollar. Voilà, c'est ça, le droit de seniorité. Qui disait ça? C'était Giscard qui disait ça, non? Voilà, c'est ça, absolument. Le privilège exorbitant du dollar. Allez, merci beaucoup. Donc, en tout cas, pour vous, c'est le point de vue de Xavier Patrolin. Oui, on n'ira pas bien au-delà. Bon, ben voilà qui est clair, on suivra ça, on en reparlera ensemble. Merci beaucoup Xavier Patrolin, donc président d'Albatros Capital. Merci.